Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de cette nouvelle édition sur Monaco Info. Le gouvernement princier dévoilait en fin de semaine dernière les grands axes de sa politique de mobilité. Plusieurs annonces ont été réalisées avec pour certaines des actions déployées dans l'immédiat. Exemple ce soir avec le parking des Salines et la nouvelle bretelle de l'A8, Monaco Est. C'est l'un des tournois de terre battue les plus anciens au monde. Le Rolex Monte Carlo Masters aura lieu cette année du 6 au 14 avril. Son directeur David Massé sera notre invité ce soir. Nous recevrons également dans ce JT l'abbé Christian Venard, avec qui nous parlerons du temps du carême qui a débuté hier, jour du mercredi des Cendres. Et restez bien avec nous car à la fin de ce journal, nous vous ferons vivre une après-midi dans l'un des poumons verts de la principauté, le parc Princesse Antoinette. L'amélioration de la mobilité fait l'objet de toutes les attentions, dont celle du gouvernement princier. Vendredi dernier, il a annoncé plusieurs mesures à court et moyen terme lors de la présentation de sa politique de mobilité. Ce soir, nous avons voulu savoir comment se traduisaient concrètement ces actions. Premier exemple avec le parking des Salines, dont la livraison est prévue avant l'été prochain. Situé à l'entrée de la ville, il présente de nombreux avantages pour fluidifier la circulation en principauté, mais aussi pour les usagers. Le reportage de Vanessa Dessy et Alexa Vial. 1820 places seront bientôt disponibles à l'entrée ouest de Monaco. Le parking des Salines est aujourd'hui présenté comme une véritable solution de mobilité en principauté. C'est un chantier qui a été confié à l'opérateur FPMC par le gouvernement princier. C'est un chantier très particulier parce qu'il fonctionne comme un iceberg. On voit la partie émergente derrière moi, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a 45 mètres en fait, de parking, 15 niveaux de sous-sol et on a 300 000 mètres cubes qui ont été excavés. Vous imaginez les va-et-vient de camions, les pelles, etc. Donc c'est un chantier qu'on ne voyait pas de l'extérieur et qu'on va donner aux usagers très prochainement. Les salariés pendulaires ou bien les visiteurs extérieurs auront plusieurs offres de mobilité possibles afin de se rendre sur leur lieu de travail ou dans le centre de la principauté. L'offre standard 300 heures va se situer à 51 € par mois. C'est à peu près 50% de réduction par rapport à l'offre standard travail. Elle permet aussi de disposer d'un abonnement bus qui sera délivré avec l'abonnement parking, qui vous permettra d'avoir accès à des navettes rapides que la compagnie des autobus de Monaco va mettre en place, qui desserviront les quartiers de la Condamine avec un terminus à la place d'Armes et le quartier de Monte Carlo avec un terminus à l'office du tourisme, avec un maximum de 2 arrêts pour chaque navette. Côté piéton, les galeries des Salines permettra, avec le prolongement sur la passerelle Wittenberg, d'arriver sur Fontvieille en à peu près 10 minutes. Le parking des Salines devrait être livré courant du mois de mai. Autre exemple ce soir avec la nouvelle bretelle de l'A8 Monaco Est. Elle est en service depuis un mois maintenant. Elle visait à désengorger le centre-ville de la Turbie, qui était parfois le seul chemin possible pour entrer à Monaco. Mais cet objectif est-il vraiment atteint? Théo Schumer et Alexa Vial ont enquêté. La nouvelle bretelle 58 de Monaco Est n'a qu'un mois et fait déjà beaucoup parler. Avant, lorsque les automobilistes venant de Nice souhaitaient se rendre à Monaco, le tunnel de l'A500 pouvait être fermé aux heures de pointe à cause des normes de sécurité. Aujourd'hui, la nouvelle bretelle permet d'offrir un troisième accès vers la principauté, une bonne solution selon certains automobilistes de passage dans le centre-ville. Le matin, moi je vais à la Turbie de temps en temps et c'est vrai que depuis 2-3 semaines, ça roule beaucoup mieux. Ouais. Surtout au niveau de tout ce qui est sorti du péage. Là c'est clair, moi je gagne 40 minutes. C'est beaucoup plus fluide pour passer ici. En fait, certains du coup prennent la bretelle, certains passent par ici. Ça permet finalement de fluidifier le trafic. Mais pour d'autres, la bretelle n'est pas qu'une bonne nouvelle. Pour l'emprunter, il faut payer plus cher le péage. 3,20 € contre 1,20 € pour se diriger vers le centre de la Turbie et 2,40 € pour le tunnel de l'A500. Sans compter le déplacement géographique des perturbations. Ici, on paye le même prix qu'à Menton pour arriver au rond-point. Autant que je passe par ici. Hein. Ça reste bouché, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent à travailler à Monaco, c'est pour ça. Mais, par contre, justement, moi, avant, j'avais pas d'embouteillage et maintenant, j'ai des embouteillages. J'ai senti changement pour passer. Mais arrivé à la bretelle, on se rend compte. Alors, il faut laisser passer une voiture. Sinon, c'est le bouchon.
Du côté des commerçants, en revanche, les avis sont plus unanimes. La diminution du passage sur l'artère centrale de la Turbie n'a pas fait baisser la fréquentation des principales boutiques, comme chez ce marchand de journaux. On ne constate pas forcément de gros changements. Voilà, dans ce sens-là, je vois, si vous voulez, moins de voitures qui se cumulent au niveau des bouchons le matin, mais en termes de fréquentation, après, c'est resté à peu près identique à ce que j'avais moi auparavant. Donc c'est pour les clients, surtout en voiture, que ça a fait du mieux. Le problème est donc en partie résolu, mais pour tenter d'améliorer davantage les conditions de circulation, le maire de la Turbie, Jean-Jacques Raffaellet, a demandé à ce que soit installé un carrefour giratoire à Beausoleil. Et cette bretelle de l'A8 Monaco-Est va pouvoir prouver toute son utilité au mois d'avril quand le Monte Carlo Country Club accueillera le Rolex Monte Carlo Masters, un événement qui attire de nombreux spectateurs des pays voisins pour pouvoir voir les meilleurs joueurs au monde sur la terre battue monégasque. Aujourd'hui, le directeur du tournoi a réuni la presse pour présenter l'édition 2024. Il est en duplex avec nous. Bonsoir David Massé. Bonsoir. Encore une fois, c'est une belle édition qui s'annonce sur les terrains du Monte Carlo Country Club. Oui, on espère bien. On a tout pour que ce soit une belle édition. On avance de billetterie sur 30% au jour. Donc on attend beaucoup de spectateurs. Plus que 130 000 pour l'instant et on attend. J'espère qu'on va atteindre le même nombre qu'on avait en 2023. Le tournoi de l'an dernier aura été un grand succès, comme toutes les autres éditions d'ailleurs. Qu'est-ce qui contribue au succès du tournoi selon vous ? C'est un grand travail d'équipe, donc on fait tout, on travaille l'année pour les 9 jours de tournoi. On croise les doigts pour la météo, on ne sait jamais. C'est vraiment, ça c'est notre point. On a comme un tournoi à l'extérieur, on compte beaucoup sur le grand soleil que normalement on a sur le Côte d'Azur. Donc on croise les doigts que c'est le cas aussi. Et le meilleur joueur au monde qui vient. Donc, et là, on a beaucoup de chance avec Yannick Sinner. C'est un joueur qui est déjà demi-finaliste à Monte Carlo en 2023 et il vient de gagner l'Open Australie. Il est en grande forme. Lui, mais par contre, on a tous les joueurs qu'on peut attendre. Le numéro 1, Novak Djokovic, et vraiment le reste des joueurs. Donc, c'est un grand tableau comme chaque année. On va annoncer la liste de joueurs le 12 mars. Donc, pour l'instant, c'est juste, on prévient qu'on a le meilleur joueur au monde, comme d'habitude. Succès au niveau de l'affluence, mais aussi au niveau de la retransmission. C'est un événement qui est largement suivi à la télévision et sur les réseaux. Oui, tout à fait. En 2023, on avait atteint une audience de 205 millions de gens. Donc ça, c'est aussi le réseau inclus, les réseaux sociaux inclus. Mais c'est important pour nous pour penser à la fois à nos spectateurs sur le site, mais le réseau que nous avons le monde entier. Cette année, on va travailler aussi comme partenaire avec Eurosport France, qui était déjà nos partenaires, mais on a aussi France Télévisions. Donc chaque jour, on aura un match sur France.tv et la finale diffusée sur une chaîne comme France 4 par exemple. Vous parliez tout à l'heure de la présence des meilleurs joueurs au monde, David Massé. C'est aussi le premier tournoi sur terre battue de la saison. C'est pour ça aussi que les joueurs se réunissent au mois d'avril à Monaco. On a notre premier Masters 1000 sur terre. On a la semaine d'avant nous, en Europe, il y a déjà des tournois en terre, mais nous, on est le premier Masters 1000 et c'est une saison très importante. Il y a beaucoup de points que le vainqueur peut prendre, 1000 points dans notre cas. Les joueurs, ils ont vraiment hâte de changer de surface. Ils vont jouer aux États-Unis où c'est en piste dure. Et là, ils reviennent sur le terre battue de Monte Carlo Country Club et ils sont ravis d'être là. On peut aussi compter sur le fait qu'on en a beaucoup de résidents à Monaco. Parmi le top 50 joueurs, il y a beaucoup de résidents et donc ils sont chez eux dans un sens. David Massé, 2024 est une année particulière parce qu'il y aura les Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que ça apporte une petite touche supplémentaire à ce tournoi monégasque ? Je pense que c'est la même surface, donc ça c'est bien, mais à la fois c'est loin. Donc les Jeux se jouent en juillet, donc les joueurs sont focalisés sur notre tournoi et pas encore sur les Jeux Olympiques. Bien sûr, il y a la volonté de jouer bien pour leur pays, mais ici ils sont en train de vraiment
jouer pour gagner le Rolex Monte Carlo Masters. Et un tournoi, il ne faut pas oublier que c'est le plus ancien tournoi sur terre battue au monde. Et dans un cadre exceptionnel que nous avons ici. Donc on est ravis que chaque année on peut compter sur les meilleurs joueurs. Eh bien, merci beaucoup David Massé d'avoir été avec nous. On rappelle les dates du Rolex Monte Carlo Masters? Oui, c'est le 6 au 14 avril. Donc on commence avec le qualif le samedi 6 et le premier tour déjà le 7 jusqu'à la finale le dimanche, le 14. Merci à vous. Merci à vous. Merci. En basket, Monaco a l'opportunité de décrocher un premier titre cette saison avec la Leaders Cup. Vendredi, la Roca Team débutera la compétition avec son quart de finale face au Mans à 18h30. Je vous propose d'écouter Yacouba Ouattara, le capitaine monégasque. Il est au micro de Frédéric Elion. C'est notre objectif, hein. On veut gagner tout ce qui est possible de gagner cette saison. On a l'expérience de l'année dernière où on sait que le premier match il peut être piège. Il faut arriver à être prêt, pas penser que ce sera facile parce que ce ne sera vraiment pas le cas. L'année dernière nous a servi de leçon et cette année il va falloir qu'on arrive prêt et qu'on joue avec le sérieux qu'on a eu ce soir. C'est une équipe qui est très physique. Va falloir qu'on fasse attention à ça et qu'on rentre justement dans le défi physique, qu'on les laisse pas, qu'on impose notre rythme et qu'on se laisse pas, on les laisse pas imposer le leur. Et pendant que les Roca Boys seront à Saint-Chamond dans la Loire pour la Leaders Cup, les Roca Girls, elles, seront en exhibition à Turin. La Ligue italienne de basket a invité les danseuses de la compagnie Élégance pour animer le Final Four de la Coupe d'Italie. Écoutez la réaction de Mandy Ayash. Tout simplement, il y a un représentant de la Ligue de basket italienne qui est venu voir quelques matchs à Monaco. Il a apprécié le spectacle et il a donc contacté le club pour avoir nos coordonnées. Et ça s'est fait comme ça, ils m'ont appelé ensuite et puis l'aventure était partie. Beaucoup de fierté, du bonheur, vraiment on est ravis de pouvoir participer à un événement comme ça et puis d'exporter un peu l'image à la fois du club et puis sans prétention un petit peu de la principauté en Italie. C'est sympa de pouvoir faire ça là-bas. On avait déjà fait pas mal d'événements au niveau national, mais là c'est la première fois qu'on fait ça dans un autre pays, donc on est super contente et on a vraiment hâte d'y être. Dans le reste de l'actualité en images, le prince Albert II et la princesse de Hanovre ont visité hier soir l'exposition Albert Ier, un prince préhistorien au musée d'anthropologie préhistorique. Une visite privée, guidée notamment par Elena Rossoni, notaire, le directeur des lieux. Cette exposition permet de découvrir le prince Albert Ier autrement, lui qui joua un rôle majeur dans la recherche et l'histoire de l'archéologie. Le deuxième forum Monaco pour l'emploi, c'est demain au Grimaldi Forum. Fort du succès de la première édition, le gouvernement proposera cette fois-ci un format élargi et donc plus ambitieux. L'occasion de permettre aux demandeurs d'emploi et aux entreprises de la principauté d'échanger et de créer des opportunités professionnelles. Plus d'informations sur ce site internet monacopourlemploi.com. Hier, 14 février, comme le veut la tradition, le pape François a présidé la messe des cendres qui marque le début du carême. Dans son homélie, le souverain pontife s'est inspiré de l'Exode pour mettre en avant la liberté et ce moment qui nous invite à redécouvrir le secret de la vie. Pour évoquer le carême, l'abbé Christian Venard est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Le mercredi des cendres a donc marqué l'entrée dans le temps du carême. Revenons tout d'abord sur les origines et la signification de cette période avec vous, mon père. Oula, alors il y a des origines très lointaines. On sait que dans l'Église, on vit une période de préparation à Pâques, à peu près à partir du IVe siècle. Et tel que ça existe aujourd'hui, c'est depuis le 7e siècle, avec évidemment la reprise d'un chiffre très symbolique, 40, qu'on retrouve souvent dans la Bible. Alors on retrouve en particulier ce 40, c'est les 40 ans que passe dans le désert le peuple hébreu quand il sort d'Égypte et qu'il va retrouver la terre promise. 40 jours, c'est le temps que Moïse passe sur le mont Sinaï avant de recevoir les tables de la loi. Et 40 jours, pour nous, c'est plus proche. C'est le temps que Jésus passe au désert où il va être tenté par le diable avant d'entreprendre sa vie publique. Et donc nous, on trouve 40 jours avant Pâques pour nous préparer spirituellement à cette fête de Pâques. À cette époque, cela se traduisait par une simple période de jeûne avec un repas quotidien ?
Alors voilà, il y a eu différentes formes et encore aujourd'hui, par exemple, si vous prenez entre l'église orthodoxe, l'église catholique, tout le monde n'a pas la même manière de marquer ce temps-là. Alors c'est vrai qu'il y a eu des périodes où c'était très très strict, c'est-à-dire on ne mangeait pas de viande, on ne mangeait pas d'œufs, pendant tout le carême, il n'y avait aucun spectacle. Donc il y a eu des périodes où ça a été plus strict. Aujourd'hui, l'église nous demande de faire, j'allais dire, des efforts. Elle parle du jeûne, de la prière, de l'aumône. L'aumône, c'est le fait de partager. Le jeûne, il y a des règles un petit peu strictes pour le vendredi saint, pour le mercredi des cendres que nous avons vécu hier, où on demande vraiment d'essayer de se contenter d'un seul repas. Et puis des périodes d'abstinence où on ne doit pas manger de viande, comme tous les vendredis de carême. Mais au-delà de ces règles strictes, vraiment ce à quoi nous invite l'Église, c'est un état d'esprit. C'est de prendre, de nous épurer, si j'ose dire, de nous débarrasser un peu de tout ce qui habituellement nous encombre. Et d'ailleurs, on le sent bien, même dans la société, même les gens qui sont peut-être pas très proches de l'Église, on sent bien qu'on est parfois un peu trop engoncé dans une certaine matérialité. Tout le monde recherche un peu comment en sortir. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour jeûner. Beaucoup de gens sentent que ça fait du bien. Et dans l'Église, c'est pas juste un exercice. L'objectif, c'est vraiment de retrouver le sens du Seigneur, de nous rapprocher de lui dans un esprit de pénitence, parce que nous savons que nous sommes des pauvres pécheurs. Ça nous a été rappelé hier avec la messe des cendres. Rappelle-toi que tu es pécheur, rappelle-toi que tu es homme, que tu retourneras en poussière, et convertis-toi, retrouve la joie. Oui, le pape François hier a évoqué que la première démarche est de vouloir voir la réalité, prendre ses responsabilités, avoir soif de l'essentiel. Oui, absolument. On est dans un monde, en tout cas je parle au moins pour le monde occidental, où on est, pour reprendre l'expression de Blaise Pascal, le grand philosophe français du XVIIe siècle, on est toujours au balcon, on est en train de regarder ce qui se passe. Et on est sur un média, on sait bien nous, gens de médias, ce que ça veut dire. Et c'est vrai qu'il y a un besoin peut-être de se recentrer vers l'essentiel, et c'est ce à quoi nous invite le carême, en prenant plus de temps pour la prière, en allant peut-être plus régulièrement à la messe, en écoutant la parole de Dieu. Et par exemple la question du jeûne, qui peut être aussi, on peut jeûner aussi de séries télévisées, on peut jeûner de jeux informatiques, on peut jeûner de concerts, que sais-je. C'est une manière de retrouver peut-être une forme de plus grande liberté. C'est ce que représente cette période de carême pour les fidèles, mon père ? Je crois que c'est pour chacun de nous, pour les fidèles, c'est vraiment à chaque fois aussi, c'est une période d'espérance. Chaque année, c'est l'occasion de se dire, je peux quand même faire mieux, je peux quand même dans le domaine de la sainteté, des vertus, de la prière, du partage avec les autres. Je dois bien être capable de faire un peu mieux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur vient nous retrouver. Si nous avons ce désir dans notre cœur, peut-être que nous ne ferons pas un carême parfait, si vous voulez. Parfois, on fait la comparaison avec vous savez, en début d'année, on prend des tas de bonnes résolutions, cette année. Et c'est vrai qu'au début du carême, parfois, on se donne des tas de résolutions qu'on va plus ou moins atteindre. Mais il y a un chemin qui s'est fait en nous. Il y a une source qui a retrouvé un petit peu de vigueur pour redonner à notre vie intérieure plus de force. Et comme vous l'avez dit, c'est un temps qui nous prépare à la fête de Pâques. Merci infiniment, Christian Venard, d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer cette période de carême. Merci. Merci à vous, Émilie, et bon et saint carême à tous ceux qui le souhaitent. C'est l'un des poumons verts de la principauté, un incontournable de Monaco, le parc Princesse Antoinette. Un lieu très apprécié des enfants pour ses nombreux espaces d'activité, qui ont pour certains la particularité d'être aussi écologiques et éducatifs. Théo Schumer et Alexa Vial y ont passé un après-midi. Lorsque l'école est terminée, pour certains, c'est direction le parc Princesse Antoinette. Pour s'amuser ou pour rêvasser, tout le monde trouve de quoi se changer les idées. Sur 1,5 hectare de terrain, il y a les valeurs sûres, la balançoire, le bac à sable ou les grands classiques comme le foot ou le basketball. Tandis qu'un peu plus loin, c'est la mini-ferme qui séduit aussi les plus petits. Tu as vu les poules et les canards? Ça vous plaît de venir ici? Oui, c'est un endroit très agréable. Depuis la naissance d'Anaïs, on vient très régulièrement ici. Et pour moi, c'est le poumon vert de Monaco. Un endroit très sympathique pour les enfants et même pour les adultes. C'est pédagogique en plus. Tout à fait. Beaucoup de choses à leur disposition, que ce soit au niveau des jeux, des balançoires, des animaux. C'est très agréable pour eux. Pédagogique, c'est l'autre fonction de cet espace animalier, notamment grâce au chef des jardiniers. Il en a fait son propre terrain de jeu et regarde l'enclos se remplir depuis maintenant presque 20 ans. Donc avant, on avait des brebis et des chèvres.
Et après, par la suite, on a eu on va dire un peu les animaux de basse-cour, donc lapins, poules, canards et les cochons d'Inde qui sont arrivés un petit peu plus tard. Donc on a un coq aussi qui tous les matins nous rappelle qu'il faut aller bosser, quoi. Là, cette année, on ne l'a pas fait encore, mais avec l'école des Révoirs, donc on a des ateliers pédagogiques, donc en fonction du planning que l'on a et du programme, quoi. Donc on les sensibilise donc, à la mini-ferme, donc à l'entretien, au nourrissage des animaux, même au toucher des animaux et aussi à la sécurité par rapport aux animaux. Pour nourrir en partie la petite ferme, justement, le parc a trouvé une solution écologique, les composteurs. Le marché de la Condamine vient y déposer ses invendus, les animaux mangent les fruits et légumes et le reste est composté. L'école des Révoirs, à proximité du parc, lui apporte aussi les restes de la cantine qui sont compatibles avec le compost. Et ce qui n'est pas mangé est transformé en terre, puis utilisé pour le potager. Un autre endroit où, là encore, il y a de quoi sensibiliser les enfants. Tout le monde peut mettre la main à la terre. Donc en fait, on fait un atelier donc plantation de fruits ou légumes. Donc quand c'est, on va dire, janvier, on plante les pommes de terre. Donc la démarche, c'est toujours pareil. On fait travailler un petit peu les enfants donc avec une mini-pelle pour un petit plantoir pour essayer de creuser, de mettre la pomme de terre en leur expliquant donc, le temps qu'il faut attendre avant de pouvoir consommer la pomme de terre. Et pareil au printemps, donc tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines, tout ça. Là aussi, on fait la même démarche. C'est vrai que ça, c'est quand même les ateliers comme ça, les enfants, ils apprécient. Ils apprécient et ils jouent le jeu aussi, quoi. En toutes circonstances, le parc Princesse Antoinette et ses originalités restent toujours très appréciés des enfants comme des adultes, mais toujours sous le contrôle attentif de Léon, la petite mascotte depuis 10 ans. Il est temps à présent de découvrir les prévisions météo avec vous, Alban Gingembre. Bonsoir Alban, quelle est la tendance pour la journée de vendredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, le ciel sera chargé de nuages toute la journée avec de courtes éclaircies. La pluie n'est toutefois pas attendue. Les températures varieront de 9 à 13 degrés. Et en ce vendredi 16 février, nous fêterons les Juliennes. Merci Alban et merci à vous pour votre fidélité au JT de Monaco Info. On referme cette édition avec la visite privée du prince Albert II et de la princesse de Hanovre à l'exposition Albert Ier, un prince préhistorien au musée d'anthropologie préhistorique. Les photos sont signées ce soir Axel Bastello du Palais Princier. Demain, retrouvez Yannick de Bever pour votre journal. Excellente fin de semaine à tous sur Monaco Info.